Axel Brocard, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux dire que vous avez deux passions dans la vie, c'est le cinéma et Napoléon? Oui, et je partage ça avec Jean Tullard, qui est également passionné de cinéma, qui a fait des bouquins magnifiques sur le cinéma, notamment des dictionnaires du cinéma, et qui est le grand historien sur Napoléon, évidemment. Et là, quelque part, sont réunis depuis mercredi vos deux passions dans ce Ouais. film tant attendu par vous-même également ou craint Ah oui, aussi oui, oui, d'un non, 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 côté? tout film, on compte près de 600 films sur Napoléon, c'est le personnage le plus porté au cinéma du monde. Depuis les tout premiers films primitifs, les premiers films muets, puisqu'il suffisait évidemment de mettre un petit bonhomme avec une redingote grise, un petit costume de colonel de la garde et son célèbre chapeau pour que le public reconnaisse déjà non seulement Napoléon, mais à l'époque du muet, un personnage dont tout le monde connaît l'histoire. Donc voilà, ça facilite le film. Et c'est vrai que la vie de Napoléon est un scénario extraordinaire, je dirais un scénario d'un romantisme, d'une puissance incroyable. C'est-à-dire, voilà, cette histoire est inimaginable, sauf qu'elle est vraie. Ridley Scott a choisi de nous montrer un Napoléon rapidement ridiculisé dans le film, disons-le, avec Ouais. un film qui dévoile un va-t-en-guerre en proie à des crises de panique Alors, incontrôlées. effectivement, je n'aime pas dire du mal d'un film, et je trouve que le Napoléon de Ridley Scott mérite quand même le respect lors des scènes de bataille qui sont absolument époustouflantes, même si dans ces scènes de bataille, on peut relever bien sûr des invraisemblances, notamment l'empereur qui charge avec son sabre à la main au milieu de ses troupes, c'est complètement invraisemblable, Dieu merci. Mais c'est quand même un spectacle magnifique, le son. Il a tourné des scènes de bataille avec jusqu'à 12 caméras une même scène. C'est époustouflant. Ce qui est sidérant dans ce film, c'est l'espèce de folie et inexplicable avec ce personnage. D'abord, le choix même de Joaquin Phoenix est un peu ambigu parce que le film commence avec l'exécution de Marie-Antoinette. Bonaparte, le jeune capitaine Bonaparte n'est évidemment pas là puisqu'il est au même moment, et c'est dans le film, il est au même moment à Toulon. Et pratiquement le même jour, il reçoit ses premiers galons de commandant, c'est-à-dire chef d'escadron. Donc il prend des libertés absolument invraisemblables, et surtout, Joaquin Phoenix a près de 50 ans, et il joue Bonaparte qui a 22 ans, 23 ans au siège de Toulon. On aurait pu travailler même un peu le maquillage, je sais pas. Sacha Guitry prenait deux acteurs pour jouer l'un Bonaparte, l'autre Napoléon. Il prenait par exemple Jean-Louis Barrault dans le rôle du jeune Bonaparte, et puis ensuite c'était par exemple lui qui jouait un Napoléon plus épais. Euh, Déjà, dès le début du film, on est mal à l'aise par le personnage même de Joaquin Phoenix, qui est alors évidemment qui montrait comme un Napoléon vulgaire qui baise Joséphine sous la table aux Tuileries pendant que les serveurs sont dans le présent. Enfin, c'est c'est invraisemblable. La brutalité de Napoléon ne correspond en rien au personnage de Napoléon, qui était un homme très bien élevé, de très bonne famille d'ailleurs, assez fin, et tous les gens qui ont fréquenté à l'époque Bonaparte parlent tous d'un séducteur, enfin d'un homme, on le voit sur les tableaux, il est beau, il est magnifique, il est romantique, mais enfin voilà, et on ne sait pas, je ne comprends pas ce que cherche Ridley Scott dans une sorte de détestation du personnage. C'est-à-dire que finalement, Napoléon est un génie militaire, mais c'est une brute sanguine, lorsqu'il gifle Joséphine dans la scène du divorce, devant tout le monde. Enfin, on est dans l'invraisemblable. Mais au fait, Axel Breucker, en tant que passionné, est-ce qu'il y a, parmi tous les films tournés sur Napoléon, dont on parlait au début de notre entretien, est-ce qu'il y en a un que vous avez trouvé à la hauteur du personnage?
Ah bah oui, il y en a plusieurs, il y en a vraiment plusieurs. Notamment ce que les Américains et même souvent les Anglais considèrent comme l'un des plus grands films de tous les temps, le Napoléon d'Abel Gance, même si ce Napoléon d'Abel Gance aurait dû durer 40 ou 50 heures, puisque il aurait dû aller jusqu'à Sainte-Hélène, voire même jusqu'au retour des cendres, et ce qu'on appelle le Napoléon d'Abel Gance, que Lelouch avait rebaptisé d'ailleurs Napoléon Bonaparte et la Révolution, en fait, s'arrête à la bataille de Rivoli. Donc, s'arrête à la première campagne d'Italie. Il y a même pas, on n'est même pas encore en Égypte. Donc, c'est un film de toutes les inventions. Il invente le cinéma subliminal, il invente le grand écran. Alors, lui aussi prend des libertés avec l'histoire, mais des libertés romantiques, c'est-à-dire lorsqu'il, avec sa famille, il quitte la Corse, il se sert du drapeau français en forme de voile. Enfin, vous voyez, c'est le romantisme absolu d'Abel Gance. Non, il y a beaucoup de films. Je trouve que Sacha Guitry a fait quand même des films très intéressants, et notamment sur des personnages intéressants, parce que c'est ce qui manque aussi dans ce Napoléon c'est les femmes. Il manque les femmes. Désirée Clary ou Marie Waliuska. Je trouve que ce Marie Waliuska avec Greta Garbo est un film exceptionnel. Le Waterloo de Bondarchuk, avec, vous rappelez Rod Steiger dans le rôle de Napoléon, est quand même un film fabuleux. Même le film Désiré avec Marlon Brando, c'est pas mal quand même, et Marlon Brando est époustouflant. On vient de ressortir au cinéma, nos auditeurs peuvent aller le voir, en version restaurée, Le Guerre et Paix de Bondarchuk, qui dure 7 heures. Hein, prenez vos précautions avant d'entrer dans la salle. Hein. Moi, je l'ai passé au MacMahon avec Entracte, évidemment, et j'avais fait un festival, vous en souvenez peut-être, qui s'appelait Napoléon au cinéma. Oui. Mais je trouve que Le Guerre et Paix de King Vidor est pas mal. Qu'aviez-vous pensé du Monsieur N d'Antoine Decaune il y a 10 ans? Alors, tout juste? le Monsieur N d'Antoine Decaune, c'est justement l'exemple parfait, vous avez raison d'en parler, l'exemple parfait de la trahison historique. Enfin, c'est complètement absurde. Napoléon aurait réussi à s'échapper de Sainte-Hélène en se substituant à son valet de chambre, à tel point que les gens qui ont vu le film se sont pris à demander que l'on ouvre le cercueil de Napoléon aux Invalides pour faire des prélèvements, pour faire des tests. Eh bien, ce film était d'abord démarré très très bien avec Le Retour des Cendres. Voilà alors un film sur Napoléon qui trahit complètement l'histoire et qui est très respectable. C'est une version cinématographique, comme quoi on a le droit de raconter l'histoire d'un Napoléon qui se serait échappé de Sainte-Hélène et qui aurait fini sa vie en Louisiane. Non, Napoléon, on a le droit de prendre des libertés avec l'histoire, parce qu'on est dans le gigantesque, et c'est ça qui est amusant. Ridley Scott est un réalisateur extraordinaire, et le premier long métrage de Ridley Scott, faut le rappeler, c'est un film très bonapartiste, hein, puisque c'est les duellistes, avec ces deux personnages, l'un un peu aristocrate, l'autre un peu issu du peuple, qui vont se poursuivre pendant toute la période de Napoléon. Donc c'est amusant, il a commencé un peu sur ce sujet-là. Non, je crois que les Anglais aiment beaucoup Napoléon, respectent Napoléon. Les Anglais, on peut leur reprocher, si c'est un reproche, de détester la Révolution française. On le voit d'ailleurs dans le film de Ridley Scott, on sent qu'il déteste l'exécution de Marie-Antoinette, est une scène effrayante de violence, même si c'est vrai. Mais ils admirent Napoléon, et Napoléon les a fait véritablement trembler, parce que si Napoléon avait débarqué en Angleterre, il était à Londres au bout de 3 jours. Les Anglais ne savaient pas se battre sur le sol ferme, c'est leur marine qui est exceptionnelle. Napoléon, on a le droit de construire un film, comme Ridley Scott, de construire par exemple un film sur l'amour presque bestial entre Napoléon et Joséphine.
mais quand même pas de faire assister Bonaparte à l'exécution de Marie-Antoinette ou la rencontre de Wellington et de Napoléon. Mais enfin, Napoléon n'a jamais rencontré Wellington. Enfin, c'est juste invraisemblable. En plus, qu'est-ce que fait Wellington sur le Bélophoron, sur le bateau qui emmène Napoléon en Angleterre? Enfin, on est chez les fous, là. C'est-à-dire que ce qui est affreux, ce qui me gêne beaucoup, c'est que quand je vois arriver Wellington et qui discute le coup avec Napoléon, on éclate de rire. Enfin voilà, ça me gêne beaucoup. Quand Napoléon tombe de sa chaise à Sainte-Hélène, ben, il meurt en uniforme, enfin, il est mal rasé, il a laissé pousser sa barbe. Mais on est chez les dingues, on est chez les dingues. Mais pourquoi je dis on est chez les dingues? Ça me fait de la peine de dire ça. C'est parce que je cherche à quoi ça rime, qu'est-ce que ça apporte au film. Ça enlève beaucoup au film, mais si ça apportait quelque chose de voir que Napoléon est à Sainte-Hélène, il a laissé pousser sa barbe et il tombe de sa chaise en mourant, alors qu'on a tellement de gravures, de machins sur la mort de l'empereur, il meurt dans son lit, voilà. Et les dernières phrases sont mon fils à la tête de l'armée, Joséphine, mais non, ça n'a pas été ces derniers mots, enfin, les derniers mots, ils ont été retranscrits. Je cherche encore, même en parlant à la radio du cinéma, je cherche encore, et avec vos auditeurs, cherchons tous, qu'est-ce que ça apportait? Le film est ridicule à plusieurs endroits. Entre des scènes de bataille magnifiques, on a des moments de grands guignols. Je savais, Axel Breucker, vous étiez la bonne personne à joindre après la sortie de ce film. Bon, et alors, on attend le Spielberg alors maintenant. Ce qui est extraordinaire, moi j'ai le coffret complet, vous savez, du Stanley Kubrick, qui n'a jamais pu se faire. C'était un projet monumental, et vous vous souvenez qu'il voulait faire The Greatest Film Ever Made sur Napoléon, et c'est devenu The Greatest Film Never Made. Voilà, c'est un jeu de mots en anglais, donc pour nos auditeurs, voilà, le plus grand film sur Napoléon est devenu le plus grand film jamais fait sur Napoléon. Le titre est ambigu, mais c'est vrai, et vous le savez peut-être, vos auditeurs le savent peut-être, que le projet va être relevé par Steven Spielberg, qui a repris le travail de Stanley Kubrick, notamment 10 ans de recherche, et prépare pour HBO une série qui serait à peu près en 7 ou 8, non pas épisodes, 7 ou 8 séries, c'est-à-dire une vie complète de Napoléon depuis la Corse jusqu'à Sainte-Hélène. Mais ça, c'est le travail de la radio du cinéma de vous en donner un peu plus. Je n'ai pas le portable de Steven. On va rester informé sur la radio du cinéma. Non, la conclusion de tout ça, c'est que Napoléon, ça rend fou. Voilà. Vous savez, les Américains représentent toujours un fou en costume de l'empereur parce que le type se prend pour Napoléon. Eh bien, finalement, c'est confirmé. Napoléon, ça rend fou. Merci, Axel Breucker. Merci, à très bientôt. Vous êtes ici chez vous. Au revoir. Merci, salut.